C'est parti. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Alors, la première image dont je pourrais me souvenir en termes de cinéma, je pense que je vais pas être très original par rapport à ma génération. Ce seront, je pense, des productions Spielberg et Lucas, notamment La Guerre des Étoiles et le premier Indiana Jones. Star Wars, je sais que j'ai vu ça vraiment tout petit, je pense que j'avais 3 ou 4 ans, mais l'image qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Indiana Jones, parce que j'ai vu ça vraiment petit, hein, je pense que je devais avoir 6 ans par là. Parce que vu que j'ai en fait deux frères qui sont plus grands que moi, à l'époque où eux découvraient des films, moi je les voyais en même temps qu'eux, ce qui fait qu'effectivement j'avais peut-être un peu plus d'avance sur le visionnage des films juste par rapport à eux, et c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, cette vision du film d'aventure qui mélange à la fois un côté western, un pur film d'action, et moi je sais que c'est notamment le premier Indy, c'est le film qui m'a toujours marqué et qui, je pense, maintenant reste un de mes films préférés. C'est un film qui m'a vraiment marqué, et je pense que j'avais aussi de la chance parce que mes parents, mais surtout mon père, c'était pas des cinéphiles, mais c'était plutôt des cinéphages. Et à la maison, ils avaient énormément de VHS, beaucoup de trucs enregistrés à la télé. Donc, je sais pas, il devait y avoir 350 VHS, ce qui était déjà beaucoup, et de tous les genres, même si mon père était quand même plus intéressé par le polar et puis le western, qui moi me reste mes deux genres de prédilection. Et c'est vrai qu'on pouvait piocher du coup dans les cassettes familiales pour un peu découvrir tout un tas de choses. Mais je suis, même en voyant d'autres genres, je suis quand même principalement revenu en général au western, au cinéma d'action, au polar, ou bien au film d'aventure. Et je pense que Indiana Jones et La Guerre des Étoiles ont été les deux films qui ont marqué, je sais pas si c'est la naissance d'un amour, mais en tout cas, l'intérêt pour des images, on verrait de l'action, on verrait de l'aventure, on verrait de la bagarre, un peu d'exotisme aussi des fois, et je pense que c'est les premières images qui m'ont marqué, ouais. Et tu parlais de tes deux grands frères qui donc voyaient des films et que tu découvrais, enfin, vous découvriez ensemble ces films-là. Est-ce que tu as été contemporain de ces films-là? Quand je dis contemporain, c'est-à-dire est-ce que tu les as vus quand ils sont, pardon, quand ils sont sortis en salle ou tu les as vus plus tard en VHS? Non, ce sont des films que j'ai pas vus en salle parce que je suis trop jeune pour les avoir vus à l'époque de leur sortie, justement. Moi, j'ai bientôt 32 ans, donc du coup, Ah oui, oui, d'accord. ouais, Oui, bah ouais, bien sûr. oui, effectivement. D'accord. Je suis encore un petit. Donc du coup, moi, j'ai découvert ça que bien plus tard, effectivement, en VHS, on va dire au milieu des années 90, je pense. Et peu après ces cassettes ou ces films qu'on voyait à la télé, là, on a commencé à m'offrir selon mes goûts, selon mes centres d'intérêt, on va dire, certains films qui correspondaient plus à mon âge, donc on va dire 6-7 ans, ou bien ce genre de choses. Mais c'était aussi principalement des westerns ou bien des films de guerre, quoi. Et je sais que j'ai été du coup amené à voir certaines images. Je pense que j'étais peut-être un peu trop jeune d'ailleurs pour les voir, mais vu que mes grands frères les voyaient, moi aussi je les voyais. Par exemple, moi, j'ai toujours eu en tout cas quand j'étais plus petit, un intérêt pour les films de chevaliers, pour les contes de la légende du roi Arthur. Et je sais qu'un film que j'ai vu très jeune, je pense avant mes 10 ans, c'est le film de John Boorman, Excalibur, J'ai été sûr. J'ai été ouais, sûr. qui est quand même, qui est quand même un film très violent et très graphique. C'est un film Ah oui, 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 qui est très très beau, mais qui en termes d'imaginaire, alors que tu vois, avant j'étais plus dans les films de Richard Thorpe, sur la légende de la Capron, oui. comme ça, les films d'Errol Flynn, et puis là tout d'un coup tu vois ça, donc t'as quand même un choc esthétique où effectivement t'es confronté à une énorme violence qui moi m'a vraiment marqué et qui je pense aussi après peut-être inconsciemment m'a amené à aller vers le cinéma d'horreur, vers le cinéma de genre, parce que c'était quand même une porte d'entrée assez grandiose là. Habituellement, je ne me permets pas d'ouvrir une parenthèse subjective. Je pense que en interview, c'est la personne que j'ai invitée qui a ce rôle-là, et moi je suis plutôt objectif. Mais là, c'est un peu compliqué de ne pas pouvoir comment dire rebondir sur ce que tu viens à savoir Excalibur de John Boorman, que j'ai vu non pas à sa sortie en salle parce que j'étais
trop jeune, mais en même temps, comme moi je suis de 76, donc je l'ai vu en sortie VHS, c'est-à-dire peut-être 2 ou 3 ans après. Donc je l'ai vu au beau milieu des années 80 et je te rejoins parfaitement. C'est une très grosse claque me concernant. Parce que ce qui m'avait assez frappé, tu parlais de violence graphique et je suis entièrement d'accord avec toi, mais aussi l'érotisme. Ça Ouais. m'avait l'érotisme dans ce film. Pour moi, je pensais que ça n'existait pas, ce genre de que les personnages de contes à la Richard Thorpe ou Errol Flynn sont pratiquement asexués et je ne m'attendais pas à voir cela dans un film un peu fantasy et l'érotisme m'avait beaucoup marqué. Et il y a même une histoire incestueuse d'ailleurs entre le roi Arthur et sa sœur Morgane. Voilà, Ouais, donc Morgan, ouais. Ouais, puis même dès le début, quand tu vois oui, solitaire pour dragon qui viole Ygraine d'une manière quand même assez rude. Et c'est vrai que quand t'es petit, ça te marque, quoi, et ça te développe un imaginaire où il y a des émois sexuels qui sont quand même assez bouleversants pour un assez petit bouleversant. enfant. Exactement. Mais est-ce que tous ces films-là que tu as découverts étant gosse, est-ce que très vite, euh, tu as vu que le cinéma, ça ne pouvait être pas forcément un art de l'enfance, mais plutôt un art adulte? Bah, je ne sais pas si j'ai conceptualisé ça aussi jeune. Ça, je pense que c'est venu plus tard quand j'avais 14-15 ans, parce que quand j'étais plus petit, je bouffais absolument tous les films que je voyais, des films d'horreur ou qui mêlaient les genres, comme les Aliens, plein de films Oui. d'aventure comme ça. Mais ça vient un peu plus tard. Je pense que j'ai commencé à réfléchir au cinéma ou que c'était pas juste des images et puis des belles aventures quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la presse quand j'avais 11-12 ans, on va dire. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai peut-être commencé à réfléchir, à essayer de voir ce que c'était vraiment que le cinéma et surtout comment est-ce que c'était fabriqué. Parce que assez petit, du coup, comme je m'intéressais à ça, j'ai eu des tout petits livres sur la fabrique du cinéma, sur une caméra, qu'est-ce que c'est, que une photo, comment est-ce qu'on dirige des comédiens, tout ça. Et moi, ça m'intéressait déjà la conception des films et c'est peut-être plus par ce biais-là que que j'ai commencé à m'intéresser au Cinoche, pardon, plus que par des biais théoriques, quoi. C'est vraiment venu plus tard et je pense que, ouais, c'est entre mes 15 et 18 ans où j'ai essayé de réfléchir, on va dire, plutôt, pour ne pas être présomptueux, à qu'est-ce que c'était que le cinéma et quel est le rapport que moi je pouvais avoir avec ces images-là. Mais qui c'est qui te met le pied à l'étrier, qui te passe comme ça des revues, de la presse? Est-ce que c'est toi tout seul par curiosité ou ce sont tes grands frères ou tes parents? Non, c'est moi tout seul parce que mes grands frères, ils regardent beaucoup de films, ils sont pas du tout cinéphiles, c'est pas des choses qui les intéressent, c'est de creuser les sujets. En tout cas, sur ce genre de problématique, c'est moi tout seul. Où d'un coup, je me suis dit, bah, vu que le cinéma ça m'intéresse, j'aimerais bien voir s'il y a des revues qui en parlent et voir de quelle manière elles en parlent. Donc, je suis juste allé à la grande surface du coin, j'ai vu le rayon cinéma, puis j'ai regardé les couvertures et en fait, c'est juste par rapport à la une des magazines où je me suis dit je prends tel ou tel magazine et les premiers magazines que j'ai achetés je me rappelle ça je sais plus maintenant je crois que c'est Ciné Live qui avait été Oui. fait qui après a fusionné avec le magazine Studio je crois donc j'avais pris ça notamment parce qu'il y avait des posters et il y avait un CD-ROM avec des bandes annonces à l'époque Exactement. et au même moment je crois que j'ai acheté mon premier numéro de Mad Movies où Mhm. justement je trouvais ça assez chouette parce qu'il y avait des photos dégueulasses de monstres, il y avait des filles un petit peu dénudées et je me suis dit tiens c'était marrant. C'est des trucs que en termes de cinéma on ne me parle pas parce que c'était pas la culture de mes parents, c'était pas la culture de mes frères et des gens que je fréquentais à l'école ou bien que mes parents fréquentaient. Je me suis dit tiens c'était marrant, c'est des trucs que je connais pas, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et là ça m'a ouvert un horizon de possibilités infini quoi. Et c'est Et, vraiment par et, ouais, et c'est vraiment par ce biais-là, notamment par le biais de Mad Movies, où ça m'a ouvert des horizons de cinéma, notamment sur le cinéma bis et du cinéma d'horreur, où je me suis intéressé à ça très tôt, je pense, au détriment d'une cinéphilie plus classique, même si c'est des choses on voyait pas mal de westerns classiques, notamment les Ford et les Hawks, mais assez rapidement, j'ai plongé quand même vers une certaine forme de cinéma bis
qui pendant une partie de mon adolescence m'a un peu plus éloigné du cinéma classique. Mais généralement, quand on s'intéresse un peu au cinéma de genre, ou même un peu au cinéma classique, certainement, je ne sais pas, mais de par les propos que j'ai pu entendre ici et là, il y avait aussi une manière, alors après, peut-être que ça ne te concerne pas, mais aussi une manière un peu de fuir une espèce de réalité, pas forcément très folichonne, et d'être ancré dans cette fiction-là. Est-ce que cette fiction-là, en l'occurrence, était vraiment quelque chose qui, pendant une petite période, on va dire là où tu as commencé à être initié à ça, qui était juste beaucoup plus jouissive que la réalité que tu vivais? Bah, je pense que de toute façon, ouais, c'était un peu libérateur, parce que moi, j'ai grandi à la campagne où il n'y avait pas grand-chose à faire, surtout si on n'avait pas moyen de locomotion. On avait, il y a toujours chez mes parents un petit cinéma local qui passe pas mal de films, mais ce sont des films qui arrivent encore 2, 3 semaines après les sorties nationales, et encore plus à l'époque, c'était voir un mois ou bien voire 2 mois parfois pour certains films. Donc du coup, vu que l'actualité est cinéma, et pourtant j'allais voir tout ce qui passait, hein. Je suis allé voir une quantité de merde et de bouse improbable juste parce que j'avais envie d'aller au cinéma. Et donc j'allais voir presque tout ce qui sortait, mais en même temps en DVD, enfin en VHS d'abord, puis après en DVD, il y avait une quantité de choses qui sortaient qui moi m'intriguaient, et donc je me suis dit bah, pourquoi pas aller les voir. Et j'avais pourtant une vie sociale morte, hein. J'avais pas mal de copains, puis on allait pas mal faire les cons en concert ou bien quoi que ce soit, mais c'est aussi un truc que moi j'aimais vachement, de découvrir des films et surtout des univers auxquels j'étais totalement étranger. Tu vois, c'est à peu près à ce moment-là où j'ai pas mal plongé dans un certain cinéma américain, justement bis, plutôt d'exploitation, mais dans le même temps, au début des années 2000, entre 2000 et 2005, il y a eu un énorme boom du DVD, et où plein d'éditeurs sortaient tout et n'importe quoi. Donc parfois, tu pouvais voir des films de Hong Kong dont j'avais jamais entendu parler nulle part, qui sortaient, et juste parce que la jaquette était sympa, bah du coup, je me suis dit que j'allais les prendre. Il y avait parfois des films espagnols qui sortaient aussi, trucs comme ça. Et là, c'est là que ça m'a amené vers un univers incroyable. C'est à ce moment-là, je pense que j'étais encore au collège, je devais être à la fin du collège, que j'ai découvert le cinéma de Jess Franco, le cinéaste espagnol qui a fait entre 180 et 250 films à peu près. Et moi, je sais que ça a été un choc parce que c'est un truc où je me suis dit, j'ai absolument jamais vu ça au cinéma. J'ai jamais vu un film être fait de cette manière. Donc pour moi, ça a été un choc. J'ai eu à l'époque, en cinéma, j'ai à peu près 3 chocs où je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde? Le premier, je pense que j'ai eu le deuxième, Kremlin, en 80, il est sorti en 92. Moi, j'ai dû le voir en 2002 ou un truc comme ça, où je me suis dit, dans ma jeune vanité de gamin de 13 ans, je me suis dit, moi, je connais le cinéma américain, je sais pas ce que c'est Star Wars, les Spielberg, tout ça, machin, et j'ai vu le deuxième Gremlins, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. J'avais jamais vu un film qui avait coûté autant de pognon pour raconter autant de bêtises, quoi. Et j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça vraiment fascinant, c'était irrévérencieux, c'était vraiment un film de sale gosse, et moi j'avais adoré ça, quoi. Et peu de temps après, en DVD sont sortis, en France en tout cas, des films de la firme Troma, qui est la plus vieille société américaine 100% indé. Et quand j'ai découvert ça, je crois que le premier que j'ai vu, c'est Toxic Avenger 4, donc celui qui était sorti en 1999. Et là, c'est pareil, mais je me suis dit, mais je savais pas qu'on pouvait faire ce genre de truc avec une caméra, quoi. Parce que là, non seulement c'est gorasse au possible, c'est bourré de cul, c'est que des personnes qui sont débiles, c'est hyper méchant, c'est ultra violent. J'avais trouvé ça génial, quoi. Et je me suis dit qu'en fait, finalement, le cinéma, c'est pas qu'une quantité de pognon pour raconter des belles histoires, machin. En fait, avec une caméra, tu peux raconter absolument ce que tu veux et faire ce que tu veux, quoi. Et j'avais trouvé ça génial, quoi. Donc, entre Franco, Trauma et puis Gremlins 2, là, j'ai su un petit peu pas la voie que je voulais suivre, en tout cas, les choses qui allaient m'intéresser, c'est quand même une certaine manière de voir le cinéma et puis aussi de le faire, quoi. Un truc un peu en franc-tireur, où moi, je trouvais ça hyper galvanisant.
Surtout, en fait, pour moi qui habitais hyper loin dans la campagne, de voir des machins comme ça, c'était formidable. Mais c'est marrant parce que quand tu cites donc Joe Dante, l'auteur de Gremlins 2, mais aussi Jess Franco et la firme et la société de production Trauma, c'est limite c'est à contre-courant de ce que tu regardais de tes premières images, à savoir Ouais. les productions très classiques finalement de Steven Spielberg. Et en fait, toi, tu étais dans une espèce de cinéma un peu indésirable, indécrottable. Un truc de morveux, Enfin, quoi. voilà, et les derniers de la classe qui finalement sont peut-être les plus intéressants, voire même peut-être les plus pertinents, je De toute pense. façon, Jess Franco, et c'est quelqu'un d'extraordinairement pertinent finalement. en général, les cancres et puis les morveux, c'est toujours les plus attachants, quoi. Et Franco, moi, je sais que je suis très, très loin d'avoir vu toute sa filmographie. Je sais pas, j'ai dû voir, je pense, entre 35 et puis 40 films, ce qui n'est rien comparé à la masse de films qu'il a fait. Mais quand il fait une merde, il fait pas semblant, mais quand il fait un bon film, par contre, c'est vraiment exceptionnel. Et j'ai découvert chez lui des choses absolument merveilleuses. Je trouve qu'il a une manière de voir le cinéma, de le faire, et puis de l'envisager, parce qu'en plus, il avait vraiment un véritable discours sur le cinéma que je trouve hyper intéressant, et où il y a un amour vraiment sincère de la chose et de la manière de l'envisager, quoi. C'est un mec qui avait vraiment une rage de filmer, une hargne. Souvent, il s'est planté, mais il a réussi quand même des coups absolument magnifiques, quoi. Et même Oui, encore, oui. puis même encore de voir que des films ressortent, qu'il y a maintenant, il y a quelques livres qui sont sortis, qui sont vraiment hyper bien faits, où il y a vraiment la parole du cinéaste. Là, c'est des choses qu'il y a 20 ans, je pensais jamais pouvoir lire, quoi. Je pensais que ça serait resté genre des fanzines qui seraient introuvables, ou bien des machins comme ça. Et finalement, il a quand même eu la reconnaissance qu'il méritait, surtout que lui, à l'inverse de pas mal de ses petits camarades du BIS ou bien du Z, le mérite amplement. Il y a eu récemment, il y a eu des bouquins sur Bruno Mattei ou sur Joe D'Amato qui sont des cinéastes qui sont sympathiques mais qui sont quand même extrêmement mauvais, quoi. Où tout d'un coup on fait une reconnaissance de ces cinéastes-là qui ont eu une importance en termes de production et en termes commerciaux, mais qui en termes d'art pur, on va dire, sont quand même extrêmement mauvais la plupart du temps. Et il y a eu quand même un mouvement de cinéphilie presque inversé où on célèbre plus des cinéastes qui sont assez médiocres et au détriment justement maintenant des grands cinéastes classiques qu'on a tendance à ne plus revoir ou bien ne plus réviser. Je crois que c'est Antonin du cinéma est mort qu'on parlait la semaine dernière où justement Ouais, il y a un exactement. rebours de la cinéphilie où finalement on oublie de revoir les Hawks, on oublie de revoir les Ford, de revoir les Hitchcock, alors que quand on les revoit, ça reste toujours impeccable. Et si c'est des classiques, bah c'est bien pour une raison. Mais en même temps, il y a aussi vraiment continuer à oublier de vrais grands cinéastes qui arrivent à ressurgir, mais c'est au milieu d'un océan de caca souvent assez improbable. Tu animes une émission depuis très longtemps avec pas mal, c'est très gentil dans ma bouche, hein, d'énergumènes, Ouais. mais parce qu'il faut vraiment vous écouter, hein, c'est en plus de votre passion indéfectible pour le cinéma, mais aussi, je sais pas si ça va te plaire ce que je vais te dire, mais vous êtes aussi d'une certaine manière des théoriciens, faut dire ce qui est, mais vous vannez énormément et c'est assez gratifiant. Mais c'est une émission de radio, donc il y a de la transmission, il y a surtout beaucoup de subjectivité et il y a beaucoup de paroles. Et moi, là, j'aimerais savoir, toi, à partir de quand, de quel moment t'as commencé réellement à parler, ou peut-être même parler et puis surtout peut-être écrire aussi sur les films que tu voyais sur le cinéma. C'est-à-dire, quand est-ce que tu es devenu ce spectateur cinéphile qui, après avoir vu le film, commence à refaire un autre film? Bah, quand j'étais ado, quand j'étais au collège, je pense, et puis début du lycée, j'avais pas beaucoup de potes qui étaient aussi passionnés que moi par le cinéma. Donc, j'écrivais principalement des critiques de films dans un cahier que j'avais, où je notais les films que je voyais, je mettais des notes, je mettais des fiches techniques, tout ça. Et c'est vraiment, je pense, à partir du moment où j'ai eu 17-18 ans, où j'ai commencé à traîner un petit peu sur des forums internet, où là, du coup, il y avait
une vraie communauté de gens qui étaient aussi intéressés que moi par certaines formes de cinéma, et j'ai écrit un petit peu pour des webzines, notamment pour un webzine qui s'appelle L'Ouvreuse, qui est plus trop actif maintenant, mais qui Ah à une oui. époque 2010-2015 était très présent sur le net. Donc j'ai un petit peu écrit pour eux, j'ai pas mal écrit sur des forums. On avait, quand on était à la fac, après, on avait lancé une revue où on faisait des petites critiques ou bien des articles historiques, on va dire, parce que bon, c'était quand même assez limité, mais voilà, j'ai fait pas mal de trucs comme ça. Enfin, pas trop parce que je pense que c'est ma fainéantise surtout qui a pêché. C'est que j'aime bien écrire, mais écrire des critiques, c'est vraiment un boulot, et surtout c'est extrêmement difficile. Alors, et je trouve que la radio, c'est peut-être de la facilité, mais je trouve ça beaucoup plus facile à faire, déjà parce que c'est beaucoup moins solitaire. Alors que quand tu es tout seul à écrire une critique chez toi, c'est quand même beaucoup plus difficile, parce que du coup, tu ne réfléchis que par toi-même, tu n'as pas quelqu'un pour rebondir avec toi, et c'est quelque chose de beaucoup plus solitaire, et je trouvais ça beaucoup moins facile à faire que de la radio, et j'étais très heureux quand mon ami Erwan Floclet, qui dirigeait l'émission à ce moment-là, m'a appelé en 2010 pour rejoindre l'émission, et du coup, j'ai trouvé l'exercice absolument formidable, et j'étais très heureux justement de participer à la fois avec des gens qui étaient très cinéphiles, et surtout de faire de la radio, parce que je trouve que c'est un des meilleurs médias qui soit. Je trouve que la radio, ça peut te donner une liberté à la fois de ton et puis dans la forme que dont beaucoup ne s'emparent pas assez, et qui, je trouve, dont on n'a toujours pas exploité toutes les possibilités. Et quand j'écoute parfois ou je regarde des podcasts ou des vidéos sur YouTube, je suis parfois effaré en fait du manque d'inventivité des gens qui s'emparent de ces formats-là, que ce soit en vidéo ou bien purement en audio. Mais voilà, bah, je ne peux que rebondir sur, tu parlais on va revenir après sur l'émission de radio, mais là tu parlais de YouTube, qui est aussi un média depuis quelques années qui a vu comme ça une espèce de floraison de nouvelles voix, de nouveaux visages qui parlent en cinéma, questionnant cinéma, et il est vrai que ce média-là, ce YouTube Game, comme on dit, n'a pas forcément une très très bonne réputation, parce que autant ça fonctionne énormément vu que beaucoup de gens voient ces vidéos-là, et énormément de personnes, mais par rapport à comment dire, au milieu de la critique en général, ils sont un peu mal vus. Alors souvent parce que méconnaissance du cinéma, ou alors restriction d'un certain cinéma, et pas forcément absence de curiosité, etc., etc. Voire même parfois une idéologie qui peut être un peu réactionnaire aussi. J'ai entendu ça. Toi qui anime une émission de radio depuis maintenant 10-11 ans, une émission qui existe depuis plus de 13 ans, hebdomadaire, est-ce que déjà, d'une part, à un moment, tu t'es intéressé un peu à ce qui se passait là-bas, sur YouTube? Et si oui, quelle conclusion tu peux en tirer de tout ça? Alors, je me suis intéressé un petit peu à ce qui se passait sur YouTube, mais déjà, il y a un point, c'est que face à la proposition qui est pléthorique sur YouTube, notamment en termes de podcast et de chaînes vidéo sur le cinéma, tu peux pas en faire le tour. En général, c'est toujours toutes les recours, toutes les recherches seront trustées par les mêmes résultats. En France, notamment, tu auras du Randall, tu auras Fossoyeur de films, tu auras 15 minutes de mecs que je connais pas. Et moi, j'avais un petit peu regardé, et très vite, par la forme, ça m'intéressait pas, parce que j'ai vraiment du mal avec les gens qui se mettent en scène, qui parlent à la caméra comme s'ils étaient plus intéressants ou plus importants que leur sujet, où finalement c'est un genre d'ego trip, et c'est ultra narcissique, ce qui moi m'intéresse pas quand on parle de cinéma, parce que finalement je m'en fous de voir les mecs qui parlent de cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est juste s'ils ont des choses à dire sur les films qui sortent ou sur les films dont ils traitent. Et ouais, donc il y a quand même souvent un manque de curiosité, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent sur la table. Quand ici on fait les trucs sur le cinéma d'horreur, ça va être Argento, ça va être Carpenter, ça va être que des trucs qui ont été traités 40 milliards de fois, et ce qui m'intéresse pas du tout, parce que je suis pas un spécialiste, mais c'est des trucs que j'ai déjà lus, que j'ai déjà vu traiter, où je me suis déjà intéressé.
Et en plus, au-delà de ça, en général, quand ils en parlent, il y a des erreurs factuelles qui sont hallucinantes. Et ce qui, comme quand on fait un podcast, quand on fait une émission ou quand on fait une chaîne YouTube, faut être quand même un petit peu sérieux, quoi. C'est-à-dire que si c'est pour balancer que des âneries et puis que des banalités, ça ne m'intéresse absolument pas. Et qu'en plus, ils font des erreurs en termes factuels sur les choses qui sont hyper facilement vérifiables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Wikipédia ou bien des forums de merde qui existent, quoi. Faut quand même un petit peu de sérieux et il faut un petit peu bosser leur sujet. Moi, je dis pas que dans l'émission, on fait pas des erreurs non plus, ça nous arrive parce qu'on est pris dans le cul du direct et puis on se marche dessus, donc on peut raconter n'importe quoi, mais surtout quand on fait des vidéos où c'est du travail de prépa et puis de recherche, je trouve que ce sont des erreurs qui ne sont pas acceptables, quoi. C'est pas forcément de l'élitisme, mais c'est juste être quand même avoir de l'exigence pour les gens qui vous regardent ou bien les gens qui vous écoutent. Et assez modestement, c'est ce qu'on essaye de faire nous dans notre émission. Je dis pas effectivement qu'il n'y a pas des ratés, mais c'est quand même faut avoir un peu de sérieux, quoi. Je vais te donner une anecdote et tu vas me dire si tu as envie de rebondir là-dessus. Un des youtubeurs que j'ai pu rencontrer et interviewer dans le cadre de l'émission Fait Croquer avait fait une vidéo sur le dernier film de David Fincher, Manque. Je crois même que j'en avais parlé peut-être avec Antonin, je m'en souviens plus, mais c'est pas grave. Et dans ce film et dans cette vidéo-là, il disait que pour comprendre un peu Manque, il faudrait d'abord découvrir ou revoir Citizen Kane. Et moi, je lui avais posé la question, mais alors, pourquoi pas? Moi, personnellement, je pense je pense qu'on peut regarder Manque sans avoir vu Citizen Kane. C'est pas, mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais moi, je lui avais demandé, mais alors pourquoi vous n'avez pas profité de cette situation, de cette occasion-là, pour faire une vidéo sur Citizen Kane? Et il m'a répondu que ça ne plairait pas finalement. Que ça ne plairait pas parce que il y a plusieurs facteurs qui font que ça ne plaira pas à sa communauté. Et à savoir le noir et blanc, c'est un vieux film, c'est tout cela, quoi. Et sur le coup, j'avais été effectivement assez assez choqué, enfin pas choqué, mais assez intrigué par ce qu'il m'avait dit. J'imagine que pour la critique de cinéma, c'est d'abord de la curiosité avant tout, et ensuite la transmission. Mais avec le recul, je me dis que il est pas minoritaire finalement. Non, Il est pas minoritaire. Qu'est-ce que tu penses de cette anecdote? Il n'est pas minoritaire et je pense même qu'ils sont majoritaires parce que la plupart des vidéastes sur YouTube, de toute façon, leurs vidéos elles sont rémunérées. Enfin, elles sont soumises à de la thune. C'est comme ça qu'ils vivent. Pas pour la plupart, mais pour certains en tout cas. Et effectivement, de toute façon, ils ont du coup des contraintes de commerce, des contraintes commerciales et des contraintes d'audience qui les obligent à faire certains sujets. Nous, je vois bien dans l'émission, quand on parle des films de patrimoine, c'est pas les émissions qui marchent le mieux. Tout de suite, si on fait une spéciale sur Fincher ou bien sur un gros truc d'actualité, ça va tout de suite mieux marcher, on aura plus d'écoute ou bien ce genre de choses. Donc, tu as des contraintes d'audience pour certains qui prennent vraiment ça en compte parce qu'ils veulent faire de l'audience, ils veulent que leur chaîne marche, ils veulent qu'ils soient vus. Et tout de suite, ça rentre en prise de compte dans la manière dont ils vont traiter les sujets. Et je trouve ça assez dommageable. Donc, à la fois, de toute façon, cette recherche absolue de l'audience. Et c'est un frein, finalement, à des choses qu'ils pourraient aborder. Ils auraient peut-être des choses qui seraient intéressantes sur certains sujets, mais finalement, ils se brident là-dessus. Et c'est à la fois une manque d'audace et une manque de prise de courage de la part des vidéastes ou bien des podcasteurs, mais aussi un manque de curiosité de manière générale de la part de l'audience, je pense, pour les films de patrimoine, ou bien pour le patrimoine de manière générale, quoi. Et le manque de culture en soi, c'est pas grave. Ce qui est dramatique, c'est le manque de curiosité, justement. Et je trouve qu'on a un manque de curiosité assez effrayant, où en général, on se repose sur ses acquis et sur ce qu'on connaît déjà, mais où on n'a pas envie d'aller voir autre chose, on n'a pas envie de découvrir d'autres choses. Et ce qui, je trouve, en termes d'art et surtout en termes de cinéma, où comme actuellement l'offre est tellement pléthorique qu'on s'y perd, que si on n'est pas intéressé par les choses qui sont ailleurs et surtout par les choses qu'on ne connaît pas, finalement, je trouve que ça ne sert à rien de continuer à voir des films, quoi. Si c'est toujours pour rester sur les choses que l'on aime déjà, sur les choses que l'on connaît,
si on aime un film de super-héros, on va aller voir 40 milliards de films de super-héros qui existent, mais on n'ira pas. Mais par contre, ils n'iront pas voir des films de super-héros qui sont faits au Japon, qui sont faits en Corée, qui sont faits en Inde, qui sont faits sur le continent africain, quoi. Et le manque de curiosité, je trouve ça absolument dramatique. Et du coup, ouais, je pense que ces podcasteurs ou bien vidéastes-là participent à ce nivellement par le bas, non pas de la production, mais en tout cas que l'intérêt que le public pourrait avoir pour d'autres cinémas au pluriel. D'où vient le titre, enfin, je veux dire, comment, oui, d'où vient le titre En attendant Godard, le titre de votre émission? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Donc, l'émission a eu sa première en octobre 2008 et en fait, ce titre d'émission devait être à la base le titre d'un court-métrage réalisé par deux amis, donc les frères Bonheur, qui quelques années avant avaient fait un pastiche d'un film d'Eric Rohmer qui s'appelait La Collectionnite. Et après, ils avaient qui est visible sur YouTube, hein, si vous voulez aller le voir, qui après, ils avaient d'autres projets, notamment donc un pastiche de Godard, qui aurait dû s'appeler En attendant Godard. Le court-métrage ne s'est jamais fait pour plein de raisons différentes. Et un jour, donc plusieurs amis ont décidé de faire une émission de radio. Il y avait des gens qui venaient de la fac de philo et d'autres qui venaient de la fac de cinéma, donc ils étaient 4. Et ils cherchaient un titre. Ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas ça? C'est un peu con comme titre, mais c'est pas mal, ça marche, ça fait cinéma, ça fait référence culturelle, donc ça peut être intéressant, ça fait un bon type d'émission, et donc du coup, bah, c'est resté comme ça tout simplement. C'était déjà une référence à un film qui ne s'est pas fait, mais finalement, ça sonnait pas trop mal. Oui, en fait, et puis surtout, il faut pas quand même, il faut pas se leurrer. Je veux dire, quand on écoute, quand on prend le temps d'écouter, de vous suivre, vous insistez beaucoup sur le fait que vous pouvez parler, par exemple, de Jess Franco, comme vous pouvez parler d'Eric Rohmer. D'ailleurs, Eric Rohmer, c'est un leitmotiv. Hein. Très souvent, vous utilisez le, comme si c'était voilà, c'est un peu un running gag, c'est un peu l'extrême, quoi. Donc, mais vous parlez de tout, et donc c'est assez. On a eu des partisans de Rohmer dans cette émission parce qu'on a eu quand même un turnover sur pas mal de personnes qui viennent et qui partent pour des raisons diverses. En général, c'est pour des questions de travail, tout simplement. Vu qu'on est bénévole et on paye en fait pour faire cette émission, pour être diffusé à la radio et pour utiliser nos studios. Et du coup, on est amené à partir pour du travail, pour ce genre de choses. Certains bossent à la fac maintenant, bien ce genre de trucs. Donc, on a eu un turnover assez fréquent. On a eu pas mal de gens, même si depuis quelques années, on va dire que le line-up est plutôt fixe. Moi, en tout cas, je suis maintenant dans l'émission depuis plus de 10 ans avec mon collectivo. On est des anciens maintenant, on est des vieux de la vieille. Et ouais. Donc, c'est vrai que le fait d'être plusieurs, on est 4 en moyenne en général par émission. Parfois, on a été moins, parfois, on a été plus. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une pluralité de goûts et de points de vue que je pense assez intéressant. Globalement, en général, on est d'accord, on a tous plus ou moins la même culture, on a les mêmes parcours d'études pour certains, on a les mêmes centres d'intérêt même en dehors du cinéma, en musique, en termes de sortie, tout ça, on est tous devenus de très bons amis, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir tous ces points de vue-là, parce que je pense que ça nous permet d'avoir un panel plus large d'avis et de théories sur les films, et aussi un panel de curiosité justement, parce qu'on, même si on a beaucoup de points de vue communs, on a quand même beaucoup de zones du cinéma que les uns les autres on ne connaît pas et qu'on se fait découvrir, ce qui est aussi l'intérêt de la chose, et que après on peut essayer de faire partager à nos auditeurs, ou en tout cas d'essayer de leur faire découvrir ou de leur faire comprendre pourquoi est-ce que tel genre de cinéma, tel film ou bien tel cinéaste nous intéresse nous, donc souvent d'un point de vue personnel, mais qu'on essaie d'élargir quand même. Et c'est, je pense, ouais, que on a les moyens et on a les personnes pour pouvoir en parler assez convenablement. Je pense pas qu'on ait la science infuse ou qu'on ne se trompe jamais, mais j'ai la prétention de penser quand même que on a un panel de gens dans cette émission qui viennent parfois juste pour faire une émission ou deux, ce qu'on appelle nos intérimaires de luxe, et qui nous permet quand même de parler de manière pas trop conne des films qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, même si c'est de moins en moins le cas, et de parler des films qu'on n'aime pas.
Mais d'ailleurs, quand on voit un peu vos émissions, vous ne parlez pas que de cinéma, enfin, pardon, vous ne parlez pas que des films, mais aussi vous faites parfois des émissions, beaucoup d'ailleurs spéciales, sur les musiques de films. Vous touchez donc à toutes les strates du processus de fabrication d'un film. Ouais, moi je sais que, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, la fabrication des films et puis les making-of, même si je sais que parfois on s'est pris la tête avec des potes justement sur le fait de savoir s'il fallait parler ou pas de la manière dont les films sont faits, alors que moi je pense que parler de la manière dont les films sont faits, avec les infos qu'on peut trouver nous à notre niveau, je trouve ça hyper important parce que ça éclaire à la fois sur le produit fini, sur l'aspect du film. Et je pense que savoir comment est-ce que les films sont faits, ça permet de mieux les aimer, tout simplement. C'est-à-dire que ce sera pas juste d'un point de vue théorique, mais de connaître la fabrication d'un film, tu peux mieux l'apprécier ou non, ou tu peux comprendre les contraintes qu'il y a eu. C'était le théoricien Jean-Guy Letra qui disait que un film est un documentaire sur son propre tournage, et je trouve ça Oui, hyper intéressant, parce qu'effectivement, en d'accord. général, dans un film raté, par exemple, tu verras toutes les strates de problèmes qu'il y a pu y avoir sur un tournage, et je trouve que ça rend la chose encore plus intéressante, et de justement de découvrir la fabrication des films, de voir l'envers du décor. Moi je trouve que c'est important d'en parler parce que on ne fait pas une émission seulement pour dire notre avis sur les films, de dire que tel aspect est raté, que tel truc est moins bien, et puis ça c'est chouette, et puis machine il joue bien, puis machin il est beau et tout, mais vraiment d'essayer d'apporter des éléments critiques, mais aussi de génétique, qui ne seront pas forcément dits justement par des gens sur YouTube, enfin, par certains vidéastes sur YouTube, tout ça, je trouve que c'est en tout cas une des choses et un des aspects du cinéma et de la critique du cinéma de manière générale que je trouve le plus intéressant, en dehors de la théorie. Vous êtes une émission de radio, donc c'est hebdomadaire, donc on peut vous écouter à la radio, mais il y a aussi les podcasts, donc qui nous permettent, enfin moi, juste j'ouvre une petite parenthèse, une confidence, quand j'ai commencé à vraiment vous écouter, je ne vivais même pas en France, pour vous dire. Donc ça fonctionne. Et, et, et la question, elle est très bête en même temps et très simple. Est-ce que vous avez aujourd'hui un public? Alors oui, et grâce à Internet, c'est une merveilleuse invention. Maintenant, on peut voir qu'il y a des gens qui nous écoutent, parce que quand avant sur l'ancien site de la radio, donc de la radio Syllab, on n'avait pas les stats, on n'avait pas les stats d'écoute ou bien ce genre de choses. Donc pour nous, en fait, on avait un peu l'impression de parler pas forcément parler dans le vide, mais on parlait pour les 5 pélos qui étaient perdus sur la bande FM, et donc on racontait un petit peu n'importe quoi. On sait pas. En fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on n'a pas non plus une audience extraordinaire, mais qu'on a quand même des gens qui nous écoutent et de manière régulière. Et là, on s'est dit, en fait, merde, on n'était pas en train de parler dans le vide, mais il y a vraiment des gens qui écoutent nos bêtises, quoi. Et ça n'a pas changé notre manière de fonctionner, mais c'est quand même, si ce n'est rassurant, en tout cas, c'est assez galvanisant quand même de savoir qu'il y a des gens qui, étonnamment, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils écoutent les choses que nous, on raconte, et pourquoi est-ce que finalement, est-ce que notre avis de 4 personnes autour d'un micro serait plus intéressant que les discussions qu'on peut avoir au bar ou bien à la sortie d'un cinéma, et non pas que ça nous amène une exigence en plus, parce que je pense qu'on l'avait déjà, mais c'est vrai que vu qu'on ne sait pas forcément par qui on est écouté, par quel niveau, que ce soit des étudiants, que ce soit des universitaires, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, donc ça oblige quand même à faire une remise à niveau en termes de vocabulaire et en termes peut-être d'explication aussi. Non pas qu'on essaye de niveler par le bas, mais vu qu'on ne sait pas qui nous écoute, on essaye quand même parfois de rappeler des choses qui pour nous sont des évidences. Quand on parle de certains cinéastes, par exemple, je ne sais pas si on parle de Cimino, qui est un peu une de nos marottes, ou bien de Sam Peckinpah, il faut quand même se rappeler que des gens qui nous écoutent ne connaissent pas le cinéma de Sam Peckinpah que nous on connaît. Donc finalement, on oublie un peu que rappeler pourquoi certains cinéastes sont importants aussi, certains cinéastes qu'on aime et qui ont contribué à forger notre cinéphilie sont importants pour nous, et pourquoi est-ce qu'ils sont importants même dans l'histoire du cinéma de manière générale, il faut le rappeler. Et c'est vrai que le fait de savoir qu'on a quand même une audience qui certes n'est pas très importante, mais une audience quand même, ça nous force. Mais c'est vrai que ça fait
un bon petit exercice et même parfois on a des retours d'auditeurs, ce qui fait toujours très plaisir. En général, c'est plutôt des retours positifs, sauf quelquefois pour dire qu'on dit du mal de leur film et qu'on est des cons. Mais bon, c'est le lot de parler à la radio et puis de faire la critique de manière générale, d'avoir des feedbacks qui sont pas toujours terribles, mais ça fait plaisir quand même. Pendant la période du confinement, j'imagine que s'il y a eu pas mal de chamboulements. On va pas expliquer pour quelles raisons, ne serait-ce que pour dire peut-être que les salles de cinéma sont fermées, donc c'est un chamboulement. Est-ce que vous pensez un petit peu à l'après-confinement, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra que ça se termine tout ça, et on espère très vite, mais est-ce que vous dites qu'il faudra peut-être profiter de cette nouvelle vie, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, pour peut-être repenser autrement la structure de l'émission, ou alors pas du tout, continuer sur une vitesse de croisière? Je sais pas, pour l'instant, c'est vrai qu'on est sur une petite vitesse de croisière depuis quelques années, parce que le format de l'émission a un peu changé quand même au fil des années, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, on faisait quasiment que de la sortie salle. Il y avait beaucoup de trucs qui sortaient, et puis on allait tout voir, hein, y compris des trucs pas possibles qui étaient vraiment nuls, et on faisait énormément de films dans une seule émission. Parce que donc l'émission, elle fait 58 minutes à peu près de manière générale, et il y a une dizaine d'années, on traitait de 6-7 films parfois en une seule émission, sans côté des pauses musicales. Donc ça laissait très très peu de temps pour parler des films. Et là, on s'était rendu compte que en fait, ça ne nous plaisait plus du tout. À la fois parce qu'on parlait de films qu'on n'aimait pas forcément, et on était bêtement et puis purement méchants et puis agressifs, ce qui finalement, ce qui pendant 2 ou 3 émissions est assez marrant à faire, quoi, de dire du mal en général parce qu'on rigole bien, tout ça, mais ça ne nous intéressait plus, quoi. Donc déjà, on s'était astreint pas astreint, mais on ne s'obligeait plus à aller voir des films qu'on savait pertinemment n'allaient pas nous plaire, comme des films de Zack Snyder, par exemple, qui est un cinéaste que j'exècre par tous les pores de ma peau. Et on s'est dit, on va plutôt se concentrer sur des choses qu'on aime et faire moins de films pour en parler plus longuement. Ce que je trouve plus intéressant, parce que justement, tu as un discours critique et une vraie discussion qui s'engage, pardon, qui est plus intéressante à la fois pour nous et puis pour l'auditeur. Et ouais, donc le fait de faire des chroniques plus longues, je trouve ça plus intéressant, même si on reste dans le standard d'une émission d'1 heure. Et je sais pas si la réouverture des salles de cinéma dans l'année, espérons, ou le retour en salle va changer notre manière de faire. De toute façon, on sera aussi tributaire des films qui vont sortir en salle ou non, ou qui vont passer à Rennes, là où on habite, et là où on fait notre émission. Parce que vu qu'on n'est pas à Paris non plus, on n'a pas toute la palme de films qui peut sortir en France. On est limité à une certaine tranche de films qui passent à Rennes, même si quand même depuis plusieurs années ça a changé, puisque il y a pas mal de films que les distributeurs envoient non pas pour des projets presse en salle, mais ils envoient des liens, ils envoient parfois des DVD, ce qui effectivement pour nous a aussi changé notre manière de faire et de concevoir l'émission, parce qu'on parlait du coup plus de films qui ne sortaient pas à Rennes, mais qui étaient sortis dans d'autres salles en France et puis dans d'autres réseaux. Ce qui a quand même beaucoup changé notre manière de faire l'émission et de parler des films. Parce qu'il y a beaucoup de films, notamment des documentaires, que ce soit français ou autres, où il y a quand même un champ d'expérimentation formelle et de fond que je trouve passionnant dans le documentaire de manière générale depuis plus de 20 ans. Je trouve que c'est là qu'il y a la plus grande exploration de forme dans le cinéma de manière générale, mais des choses qui passaient pas du tout chez nous. Et là, finalement, grâce à ces liens presse, on peut faire ce travail-là, et ce qui, je trouve, aussi change notre émission, parce qu'on n'est plus obligé de parler que de purs trucs de fiction qui sortiraient à Rennes ou bien en Bretagne, mais on peut élargir notre champ, et ce qui, je pense, a enrichi l'émission considérablement depuis ces dernières années. Et donc, oui, pour répondre à ta question, je ne sais pas si la réouverture des cinémas va changer, mais en tout cas, nous, je pense pas que ça va fondamentalement changer la manière dont on parle des films, mais en tout cas, c'est sûr que ça va changer la manière de les voir, vu que déjà la moitié des grosses prod américaines vont sortir en ligne, que ce soit sur Amazon, Apple ou bien Netflix. Donc, de toute façon, c'est obligé que ça change le mode de consommation dont on les voit. Même moi d'ailleurs, je préférerais limite voir les nouvelles productions chez moi, mais voir des films de patrimoine en salle.
Parce que quand je vois le nombre de films de patrimoine qui ressortent en DVD, en Blu-ray, c'est absolument phénoménal. Il y a plein de films incroyables, mais c'est des films que j'aimerais voir au cinéma pour le coup, quoi. Que ce soit des films de Ishikawa, des films de Comencini qui ressortent, moi j'aurais envie de les voir en salle, quoi, et pas sur ma télé chez moi. À l'inverse, de nouvelles productions bien récentes, que ce soit des films d'action ou bien ce genre de trucs, quoi. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.